Bonjour et bienvenue, je m'appelle Anthony Touchard, vous écoutez Graines d'investisseurs, le podcast fait par un investisseur pour les investisseurs. Ici on parle d'immobilier, de développement personnel et d'entrepreneuriat. L'objectif de ce podcast est de vous donner des clés et des conseils et pourquoi pas vous aider à entreprendre le changement de votre vie. Alors installez-vous confortablement, je vous souhaite une bonne écoute, c'est parti. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs. Comme d'habitude, c'est Anthony et c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche, que la semaine s'est bien passée pour vous, qu'on commence 2022 en beauté. En tout cas, moi ça va, une petite semaine assez tranquille, je suis un petit peu fatigué, mais ça va, ça le fait, tranquillement. Bon, pas trop d'actualité personnelle cette semaine, attends que je réfléchisse un petit peu, mais non, je vois pas grand chose à vous dire sur l'info perso, donc on va tout de suite commencer la question de la semaine, la rubrique question de la semaine. J'ai sélectionné deux questions. Alors la première question qui nous vient de Chloé. Bonjour Anthony, je vais te poser une question qui me taraude l'esprit actuellement. Quand j'étais locataire, je mettais tous les mois 40% de mon salaire de côté. Depuis que j'ai acheté ma RP, je suis dans la muise. Je suis tout le temps dans le rouge, j'épargne zéro. Je loue une chambre chez moi et une cave, et malgré ça, les fins de mois sont de plus en plus douloureuses. Est-ce que tu aurais des astuces qui me permettraient de sortir de cette situation? Si tu en as, je suis preneuse. Merci. Alors écoute, je sais pas, en fait là, concrètement, il faudrait vraiment faire un point sur tes finances. Maintenant, si ton crédit de ta RP est le double de ton ancien loyer, c'est un peu normal en fait. Je sais pas, t'apporter une réponse concrètement, ça va être compliqué. Après, moi je pense que au vu de ce que tu énonces, moi je pense que tu as acheté une RP au-dessus de tes moyens et si elle te met tant que ça dans la galère, bah faut faire marche arrière. Faudrait revendre soit en limitant vraiment la casse, en revendant au prix que tu as acheté plus les frais de notaire, comme ça tu repars à zéro. Ou la meilleure solution, ça serait de revendre et d'encaisser une petite plus-value au passage. Comme ça te permettrait de repartir sur des bases qui seraient beaucoup plus saines. Et puis, l'objectif en fait sur la RP, c'est clairement de ne pas s'endetter au max. Parce que si tu t'endettes à fond sur un seul bien, bah, la suite, ça risque d'être compliqué. Ensuite, si jamais t'as envie de garder ta RP, etc., tu sais que si vraiment t'es en mode galère, tu peux demander à ta banque de rallonger le prêt. C'est, c'est une solution comme une autre, ça te permettrait quand même de limiter les dépenses chaque mois. C'est pas quelque chose de magique, bien sûr, mais après, voilà, c'est une RP. Si tu mets un peu plus de temps à rembourser une RP, voilà, c'est tout, c'est pas grave. Si ça te permet d'éviter les mois de galère. Sinon, c'est vraiment on cherche dans tous les râteliers pour essayer comment dire, d'améliorer la situation, bah, c'est d'augmenter ton salaire. Si tu peux augmenter ton salaire, ça serait bien. Maintenant, fais un petit bilan. Dans un premier temps, analyse tes entrées, tes sorties d'argent. Ça va te permettre d'avoir une vision plutôt claire sur ta situation. Et puis, quelque chose aussi à noter, c'est que voilà, tu as acheté tes RP, ça te met en difficulté certes. Maintenant, faut se dire que même si tu es en galère tous les mois, tu capitalises. Et l'argent que tu rembourses tous les mois, en fonction du nombre de temps que tu la détiens, bah c'est aussi en quelque sorte une épargne. Donc c'est pas complètement de l'argent perdu. Après l'objectif, oui, effectivement, faut pas que ça te mette dans le rouge et que bah tu ne puisses plus vivre parce que tu as acheté tes RP. Dans tous les cas, fais un petit bilan de tes entrées et tes sorties. Regarde si tu n'as pas acheté une RP qui est au-dessus de tes moyens. Maintenant,
y a pas de mal à ça, hein. Si le principal c'est de s'en rendre compte. Si tu te rends compte que effectivement t'as acheté, je sais pas, tu pouvais acheter une RP à 150 000 et puis t'as forcé le truc, t'as acheté une RP à 160, 170 000, bah voilà, revends, revends. Y a pas 100 000 solutions. Voilà. Deuxième question, on est sur une question plutôt vraiment chantier. Tu le sens, cette bonne odeur de plâtre, de placo que tu as posé sur les murs. Et on est en plein dedans. La question Enedis et ajout de compteur. Un immeuble de 8 lots possède deux compteurs électriques. Il faut donc rajouter 7 compteurs pour être dans les normes. Sachant que 5 lots sur 8 sont actuellement loués, comment cela va-t-il se passer pour mes locataires? Comment faire pour raccorder les compteurs et les alimenter en électricité? Et également, en attendant la visite du consuel, comment valider l'ouverture des compteurs? Comment veut-il faire? Les locataires n'auront pas d'électricité, etc., etc. Alors, déjà, t'es sur un beau bébé, là, un bel immeuble de 8 lots, c'est tip top. Maintenant, le gros point noir, effectivement, bah, c'est qu'il y ait seulement deux compteurs électriques pour 8 lots. Je fais un petit rappel, parce que j'ai eu la question sur Instagram, mais il faut savoir qu'en France, les amis, la refacturation d'électricité est interdite. La loi Allure va aussi interdire la facturation des charges privatives. Donc attention, attention, et j'ai vraiment envie de mettre un point d'honneur à vous dire de faire attention parce que ça peut fonctionner, il n'y a pas de problème. Faire de la division officieuse, ça se fait. Il y a pas mal d'immeubles qui se vendent comme ça, etc. Dans ce genre-là, hein, tu vois, 8 lots pour deux compteurs électriques. Maintenant, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Le jour où il y a un sinistre de type incendie, il faut savoir que ton assurance et l'assurance du locataire vérifiera si tout était en règle. Et je te parle même pas, je te parle juste là, vraiment, trouver la responsabilité. S'il s'avère que tu avais deux compteurs pour 8, 9, 10 lots, même si tu avais deux compteurs pour 4 lots, le jour où il y a un souci, ça va faire mal. Et là, je te parle même pas de dégâts, de sinistres au niveau humain. Parce que là, clairement, c'est catastrophique. Catastrophique. Donc, revenons à la question, comment ça va se passer? Déjà, moi, je pense que là, tu vas devoir clairement contacter Enedis pour une étude de colonne. Ensuite, eux vont contacter la mairie pour voir si tu es en droit de faire sans permis de construire. Et si le permis de construire était obligatoire, bah, tu vas devoir commencer à éplucher le PLU pour voir, etc., si c'est possible. Parce que si c'est une division qui a été faite de manière officieuse, bah peut-être que régulariser la situation. Alors après, je pense que je sais qu'il y a après un certain délai, c'est ok. Maintenant, tu vas devoir éplucher le PLU, voir si c'est possible. Maintenant, imaginons que ce soit validé. En ayant 8 logements et une partie commune, tu n'auras pas le choix que de faire automatiquement une colonne montante avec des distributeurs de niveau. Comment ça va se calculer? Soit par l'électricien qui va réaliser les travaux délégués par Enedis, soit par toi. Et si tu veux t'en charger, si tu en es capable, fais-le. Ça te coûtera moins cher. Maintenant, il faut faire attention parce que ce sont des gros travaux. Tu vas sûrement devoir changer le câble d'alimentation de l'immeuble que tu vas devoir changer. Donc on parle de terrassement, on parle de voirie. En fait, ça dépend ton retrait par rapport à la voirie publique. Tu vas devoir mettre aux normes aujourd'hui dans ton installation électrique comme si l'immeuble était neuf, y compris tes communs. Bref, franchement, tu as un gros billet entre Enedis et entre la remise en état de tes apparts au niveau élec. Et le jour de la mise en service euh, d'EDF, tu vas devoir juste avoir une seule et même source d'électricité. C'est-à-dire que tu vas pouvoir faire tes travaux et avoir comment dire, une double alimentation. C'est-à-dire que tes locataires, ils sont branchés sur l'alimentation qui est viable, et puis toi, tu vas faire tes petits travaux, et puis ce qu'on appelle en double alimentation. Maintenant, le jour de la mise en service d'EDF, bah, tu vas devoir
n'avoir plus qu'une seule source d'électricité. Du coup, automatiquement, ça va impliquer un relogement temporaire de tes locataires. Donc, il va falloir que tu te synchronises avec le consuel pour qu'il ait validé les installations intérieures pour la date de mise en service au plus tard pour avoir du jus directement, pour ne pas avoir de coupure. Franchement, c'est un gros bordel. Faire une reprise comme ça, il vaut mieux avoir des logements qui sont totalement vides parce que ça implique beaucoup trop de problèmes. T'as beaucoup trop de trucs à contrôler en même temps, c'est pas viable. T'es... Franchement, c'est un merdier, laisse tomber, c'est un merdier pas possible. Euh, Et puis voilà, bah écoute, si j'ai répondu à ta question, j'espère que je me suis pas trop éparpillé. En tout cas, bon courage. Bon courage. Je sais pas quoi dire d'autre. C'est un gros projet. La remise aux normes d'un bâtiment où c'est déjà loué, franchement, j'ai jamais fait. Donc, déjà juste quand c'est vide, c'est déjà un merdier pas possible à se coordonner avec Enedis. Alors là, avec des locataires présents, je te souhaite bon courage, mon ami. Voilà, c'était les 2 questions de la semaine, les amis. Je vous fais la petite promo du podcast. N'hésitez pas, partagez ce podcast, notez-le. Si vous écoutez le podcast sur un Apple device, un petit 5 étoiles et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Cette année, c'est une nouvelle année, on va envoyer du lourd, les amis. On fait plein, plein, plein de choses. Je réponds à tout le monde sur Instagram. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous avez euh, des questions, vous avez besoin d'un avis, etc. Je me fais un plaisir d'y répondre et c'est totalement gratuit. Donc, le sujet du jour, les amis, sujet du jour, nouvelle année, nouveaux objectifs. Je me suis dit, allez, je vais vous parler des livres que c'est mon top 10. Enfin, je sais même pas si j'en ai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai 10. Top 10 de mes livres préférés à l'heure actuelle. On commence tout de suite. Alors, il y a un peu de tout, hein. On est sur du développement personnel, on est sur du développement personnel, on est sur du financier, etc., etc. On va voir ça tout de suite. Le premier livre que j'ai lu, et en plus c'est ça, hein, c'est vraiment le tout premier livre que j'ai commencé à lire, c'est L'homme le plus riche de Babylone de George Samuel Clason. Pour faire simple, L'homme le plus riche de Babylone, ça te présente pour moi un plan financier qui est censé te lancer sur la voie de la richesse. Ça peut paraître beau, mais franchement c'est vrai. Dans ce livre, j'ai réussi à trouver plusieurs points. Il n'y a pas de secret, tu vas pas apprendre la martingale magique, mais dans ce livre, on apprend que la richesse vient en travaillant. L'argent rend heureux, être son propre patron, il faut avoir un management strict avec l'argent et respecter certaines clés de la richesse. Je ne vais pas épiloguer, je vais vous laisser lire ce livre. Si vous avez l'occasion, sincèrement, c'est un livre que j'adore lire et relire. J'apprends. En plus, il est vraiment pas épais, hein. Je pense que je fais ça devant le micro, mais vous voyez pas. Il est vraiment pas épais. Franchement, je l'ai lu franchement, je crois en 2 jours. C'est vraiment un livre magique. Donc ça, c'était le premier livre, L'homme le plus riche de Babylone. Le deuxième livre que j'ai lu, et celui-là, je l'ai lu il n'y a pas très très longtemps, je pense il y a peut-être 6 ou ouais, 5 ou 6 mois, c'est L'alchimiste de Paulo Coelho. L'histoire de l'alchimiste, c'est en gros, c'est Santiago, un jeune berger d'Andalouse, qui part à la recherche d'un trésor enfoui au pied des pyramides. En gros, il a fait un rêve et il a vu qu'il y avait un trésor énorme qui l'attendait au pied des pyramides. Et donc à partir de là, il se dit, ok, mon bonheur se trouve en Égypte, et il entreprend son périple pour aller en Égypte. Entre-temps, il rencontre un alchimiste, etc., qui va lui apprendre certaines choses, etc. Il faut savoir que c'est un livre qui est encore, comme L'homme le plus riche de Babylone, est très sympa à lire. C'est un livre que j'ai lu, pareil, je crois, en 2 soirs avant d'aller dormir.
excellent. Au niveau mindset, c'est un livre qui apporte beaucoup. On apprend plusieurs choses, que l'homme choisit sa destinée, que les épreuves qu'on rencontre dans la vie sont tout aussi précieuses que les leçons grâce aux leçons qu'elles nous apprennent. Euh, les richesses et tout ce qui est bien matériel constituent une sorte d'entrave à notre quête personnelle. On apprend aussi à écouter la voix de son cœur afin d'accomplir sa, entre guillemets, légende personnelle. On apprend aussi que le voyage prime sur la destination. Ça me fait un petit aparté avec une chanson d'Orelsan qui est La Quête. Et je vous invite à aller l'écouter sur YouTube. Vraiment très bon titre d'Orelsan. Donc, deuxième livre, L'Alchimiste de Paulo Coelho. Un livre tip top. Le troisième livre que je vous recommande à lire pour cette année, si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est un livre qu'on ne présente plus. Juste en vous disant ça, je pense que vous avez trouvé de quel livre il s'agit. C'est le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Voilà, hein, c'est un livre qui a changé, je pense, la vie de beaucoup de personnes. On apprend plusieurs choses, que être riche ne signifie pas avoir un compte bancaire bien rempli avec plein de zéros. On apprend les bases d'une bonne éducation financière, on apprend à gagner de l'argent en travaillant moins, et on nous enseigne ce que les parents riches enseignent à leurs enfants dès le plus jeune âge. Donc franchement, c'est un livre qu'on ne présente plus, hein. Si vous ne l'avez pas lu, moi c'est aussi un des premiers livres qui m'a mis une baffe et qui m'a permis d'être au niveau mindset et au niveau culture financière, d'être là où je suis, c'est grâce à ce livre. Petit aparté par contre, sur ces autres livres, à part le cadran du cash flow que je trouve pas mal, moi je trouve que sur ces autres livres il est assez redondant. On trouve quasiment en fait tout le temps les mêmes idées. C'est un peu mixé, c'est tourné d'une autre façon. Mais pour moi, ces autres livres sont assez redondants. Si je devrais vous conseiller uniquement un livre, ça serait Père riche, Père pauvre. Et en second choix, le cadran du cash flow. Donc ça, c'était le troisième livre. Le quatrième livre, c'est pareil, c'est un auteur qu'on ne présente plus non plus, mais c'est Napoléon Hill, avec son livre Réfléchissez, devenez riche. C'est un livre qui date vraiment de pas mal d'années. C'est vrai, j'ai pas la date, je l'ai pas noté, mais c'est un livre qui est vraiment vieux. On parle des années 1900. On est au début des années 1900, il me semble. C'est un livre qui tente d'expliquer pourquoi certaines personnes arrivent à amasser des fortunes colossales, alors que d'autres n'arrivent pas à finir leur mois. Il faut savoir que depuis son lancement, attends, je crois que j'ai retrouvé 1937. Voilà, 1937. Alors, il faut savoir que depuis son lancement en 1937, ce livre n'a jamais cessé d'être une référence auprès des personnes qui cherchent comment devenir riche. C'est la référence. Réfléchissez, devenir riche. Voilà, ce livre, il t'apporte quoi? Il va t'apporter un état d'esprit, l'état d'esprit à avoir pour réussir dans la vie. Il va t'apporter de la valeur déjà pour toi-même, mais surtout aussi comment apporter de la valeur pour les autres. Il va te donner aussi des exercices pratiques qui vont te permettre de mettre réellement des actions en place pour avancer vers le succès. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il peut te donner aussi, il va te donner aussi beaucoup d'astuces et beaucoup de stratégies orientées vraiment pratiques. Et il faut savoir que c'est un livre qui n'a pas vieilli. C'est un livre qui n'a pas vieilli. Donc je vous ai dit 1937. On retrouve les problématiques de 1937 en 2021, 2022 maintenant. On retrouve les mêmes problématiques. Les gens se posaient exactement les mêmes questions. À un moment, on ne peut pas refaire tout le temps, on ne peut pas refaire le monde. Ces personnes-là, Napoléon Hill, il t'a écrit un livre en 1937 avec des problématiques que tu es censé rencontrer encore en 2021. On va pas créer des nouvelles choses. Ce qui a fonctionné dans le passé, pour des choses qui n'ont pas changé, fonctionnera aussi. Donc, quatrième livre, Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill.
Le livre suivant, c'est un livre qui est vraiment plus orienté négociation. Pardon. Le livre s'intitule Never Split the Difference par Chris Voss. Le titre en français, je ne l'ai plus exactement. Il me semble que c'est ne coupez pas la poire en deux ou un truc comme ça. Je vous laisserai aller regarder sur internet. Never Split the Difference par Chris Voss. Ici, on est clairement sur un livre orienté négociation. Dans ce livre, Chris Voss, qui est négociateur auprès du FBI, nous raconte des histoires et des expériences et des techniques que lui a utilisées en tant que négociateur du FBI. Et il nous expose un peu sa vision de la négociation. Et pour lui, il considère que la négociation, c'est pas un acte qu'on utilise de manière sporadique, mais qu'elle est utilisée à tout moment. On apprend dans ce livre le côté humain de la négociation, l'enquête à mener pour détenir une information. On apprend à utiliser l'empathie. On apprend également les bonnes façons, les bonnes manières de parler pour mettre les gens à l'aise, pour les mettre de l'autre côté, etc., etc. Et il y a plein de techniques appliquées dans son métier qui peuvent être utilisées, notamment pour nous, investisseurs, notamment dans les négociations pour de l'immobilier, par exemple. Ou des négociations, je sais pas, par exemple, tu vas acheter, je viens d'acheter une voiture. Bah, j'ai mis en pratique certaines choses alors bien sûr, comment dire, c'est pas naturel. Tu t'entraînes par-ci, par-là, etc., etc. Et là, j'ai réussi à acheter une voiture j'ai eu une remise de 1500 € pour une voiture qui coûte 8000. C'est énorme. Je l'ai acheté en dessous du prix, en dessous du prix du marché, entre guillemets. Juste en employant certaines techniques. Et pourtant, au début, la personne était assez fermée. Il me semble, 500 balles de négociation. Et j'ai réussi à m'en sortir avec moins 1500 balles. Donc, tu vois, c'est des choses que tu peux apprendre. Donc, clairement, c'est un livre que moi je recommande. Never Split the Difference par Chris Voss. Chris Voss qui était négociateur au sein du FBI. Prochain livre que je vous recommande, c'est pareil, c'est un livre qui est assez connu dans l'univers des investisseurs, c'est L'autoroute du millionnaire de M.J. DeMarco. M.J. DeMarco, auteur reconnu avec son best-seller L'autoroute du millionnaire, selon DeMarco, il y a deux moyens de s'enrichir, l'enrichissement lent et l'enrichissement rapide. Pour synthétiser tout ça, faciliter la vision, il va illustrer son enrichissement rapide et son enrichissement lent avec une voiture. L'enrichissement lent, c'est comme une voiture qui roule sur une route où il y a juste une seule voie et où la vitesse maximale est très limitée. Grosso modo, on est sur le salariat. Et l'enrichissement rapide, c'est comme une voiture qui roule sur une autoroute à fond, la vitesse maximale, nos limites, et c'est l'entrepreneuriat. En empruntant cette voie, tu vas pouvoir gagner rapidement de l'argent selon M.J. DeMarco. Les grandes idées de ce livre, si je pouvais résumer assez simplement, ce livre va nous apprendre que la richesse, c'est pas que la capacité à avoir beaucoup d'argent, mais c'est la capacité à posséder la santé, être capable de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, de ses amis, et d'avoir la liberté. On apprend aussi que on ne devient pas riche par hasard, ça tombe pas, ça tombe pas du ciel, que pour devenir riche, c'est à force de travail et de volonté. Pour devenir riche, tu dois éviter la voie lente et emprunter la voie rapide de l'enrichissement, grosso modo, où il t'explique que pour devenir riche, quitte le salariat et deviens entrepreneur, investisseur, la méthode rapide. Maintenant, il a quand même une vision honnête parce que dans ce livre, il te dit en gros que même si tu empruntes la voie rapide, qui est l'entrepreneuriat, tu vas devoir quand même être déterminé, tu vas devoir travailler dur parce que on n'a rien sans rien. Autre point, il nous explique que voilà, il faut être une machine, n'arrête jamais d'apprendre. Si tu veux devenir riche, investis dans ta formation, investis sur toi,
va à la bibliothèque, va visiter des sites, va consulter des choses sur l'entrepreneuriat, etc., etc. Il nous dit aussi qu'on ne peut pas avancer. En fait, tu vois, quand je lis ça, quand je me dis que dans ce livre, c'est des choses tellement pas bateau, tu vois, mais c'est logique. C'est logique. Tu vois, on sait que ensemble, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Il nous dit également, tu vois, le prochain point, c'est pour ça que je te dis ça, mais entourez-vous de personnes qui ont la même vision que vous, et évitez les personnes négatives et sans ambition. Il y a un dicton qui nous dit, on est la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus. Si tu côtoies des gens qui sont négatifs, qui sont contre l'investissement, qui sont contre les crypto-monnaies, qui sont pour eux l'objectif de l'année, c'est je sais pas, d'avoir la promotion employé du mois ou des choses comme ça. C'est des personnes qui n'ont pas énormément d'ambition. Et clairement, c'est des personnes qui vont te rabaisser, qui vont, même si c'est pas méchant en soi, ils vont pas le faire de manière à te nuire, mais par leur comportement, ça va être péjoratif pour toi. Donc, vraiment, investis sur toi-même, va côtoie des gens qui sont dans le même mood que toi, ça pourra avoir que du bon, que du bon. Également, il te dit que pour être vraiment gagnant, tu dois avoir le contrôle total sur ton business et tu dois avoir une solide intelligence financière qui va passer automatiquement par la formation. Tu dois te former, tu dois investir sur toi. Si tu ne comprends pas l'argent, comment tu vas en gagner? Si tu as peur de l'argent, tu vas te faire contrôler. Tu vas te faire contrôler. Donc, tu dois investir sur toi, avoir une solide intelligence financière. Dernier point que j'ai pu relever, c'est être focus. Il faut être focus sur ses objectifs. Il faut éviter de gérer plusieurs choses en même temps. Et justement, tu sais quoi, ça fait écho au podcast de la semaine dernière où je vous disais, soyez focus, une seule tâche à la fois. Bah, MJ de Marco, il te dit, c'est peut-être un conseil que j'ai issu de ce livre, hein, peut-être. Hein. Il nous dit, évitez de gérer plusieurs choses en même temps si vous n'en avez pas la capacité. Si tu es capable de gérer seulement une seule chose bien, reste sur une seule chose pour la faire bien. Ne gère pas plusieurs choses pour faire à moitié. Donc ça, c'était L'autoroute du millionnaire. C'est un livre que, pareil, je vous recommande. C'est un livre un peu plus gros, par contre. Il prend un peu plus de temps à lire, mais clairement, il vaut le détour. Le prochain livre que j'aimerais vous inviter à lire, c'est un livre, c'est The Personal MBA de Josh Kaufman. Ce livre, en fait, je sais pas trop. J'ai pas réussi, quand j'ai voulu le résumer, j'ai pas réussi à en faire un résumé sans d'évaluer la puissance de ce livre. Ce livre développe tellement de notions essentielles dans la création d'un business que le définir, ça serait gâché. Ça serait du gâchis. Alors en gros, j'ai essayé de vous expliquer grossièrement ce livre. En gros, c'est un livre qui est pas mal, qui est assez épais. Et clairement, dans ce livre, tu retrouves une année d'enseignement d'une grande école dans un livre condensé. On apprend énormément de choses. On apprend euh, de toutes les phases d'un business, tu l'apprends dans ce livre. Ce livre, The Personal MBA, il a été créé par Jeff Kaufman. En fait, il est parti du constat où l'école de commerce, ça coûte extrêmement cher. C'est une dépense phénoménale. Et il nous dit que, bah, en gros, ça vaut pas le prix. Ça vaut pas le prix que ce que t'en payes quand tu ressors. Donc lui, il s'est dit, ok, puisque c'est comme ça, moi je vais créer ce livre, le Personal MBA, qui reprend un MBA pour information, c'est un diplôme, hein. Enfin c'est un cursus scolaire, avoir un MBA, c'est Master Business Administration. Et donc, Josh Kaufman, il nous a condensé 1 an ou 2 ans de cursus scolaire du MBA dans ce livre. Donc on apprend vraiment beaucoup de choses sur toutes les facettes d'un business. Ce livre-là, il n'est pas...
Je le conseillerais plus pour quelqu'un qui souhaite avoir une vision vraiment sur l'entrepreneuriat au niveau business. Une personne qui est juste intéressée par l'investissement IMO, crypto, bourse, etc. Je lui conseille pas parce qu'il va clairement développer des compétences qu'il va pas nécessairement avoir besoin. Mais par contre, quelqu'un qui est vraiment, qui a cette petite fibre entrepreneur de vouloir développer quelque chose, eh ben, je lui conseille grandement The Personal MBA de Josh Kaufman. Ouh, bon, on a déjà vu pas mal de livres. Le prochain livre que j'aimerais vous inciter à lire, c'est un livre qui n'est pas très connu, c'est un livre écrit par un Français. Je ne sais pas, peut-être que certains de vous le connaissent, mais ce livre s'appelle Le Karma Sutra de Steve. En gros, ce livre, on est clairement sur du développement personnel. Steve, si vous ne connaissez pas, c'est un mec qui a repris l'équipe de France de lecture rapide et qui les a fait 2 ou 3 fois champion du monde alors qu'il partait de très loin. C'est un mec qui est plutôt orienté vers le développement personnel, euh, l'accomplissement, développer sa légende personnelle. On apprend beaucoup de choses. Donc Steve nous donne en fait des clés pour réussir à se transformer. Le livre alors, il y en a qui aiment bien, moi j'accroche avec la personnalité de Steve, mais en gros c'est un livre qui est écrit à travers ses expériences. C'est-à-dire que il va te parler de cités, il va te parler de choses qu'il a faites, de choses qu'il a vues, etc., etc. Et il va en tirer des clés. Il y a une quarantaine de clés, il me semble, dans ce livre. Et c'est un livre quand même que moi je recommande, j'ai bien aimé le lire. Assez simple à lire aussi. Donc n'hésitez pas, si vous êtes vraiment orienté vers du développement personnel, vous apprendrez rien d'autre que du développement personnel dans ce livre. Mais c'est un livre que je vous recommande quand même. Le Karma Sutra de Steve. Le prochain livre, c'est pas un livre de connaissances, c'est une biographie. C'est une biographie, je vous ai dit que j'aimais bien lire les biographies parce qu'on apprend vraiment beaucoup de choses. Et il y a une biographie que j'ai vraiment bien aimée, c'est la biographie d'Elon Musk par Ashley Vance. C'est y a pas y a pas de description à faire, c'est tout simplement la biographie d'Elon Musk. On apprend vraiment de sa de sa de sa plus tendre enfance jusqu'à ce que il devienne la personne qu'on connaisse aujourd'hui. On apprend que il était vraiment à 2 doigts. Il était quand il a monté SpaceX, il était à un vol de la faillite. Je pense que j'ai plus les faits en tête, mais en gros, euh, c'était le dernier essai et après il était en banqueroute totale. Et en fait, la NASA l'a appelé pour signer un contrat pour des millions, des milliards de dollars, je sais plus. Donc on apprend vraiment beaucoup de choses sur Elon. C'est quelqu'un qui vient de très loin, qui était pauvre, etc., qui a fait des choses magnifiques. Un livre que je vous recommande vraiment à lire, Elon Musk by Ashley Vance. Très bien écrit, bien détaillé. C'est un livre que j'ai kiffé et que je kiffe toujours relire. Dernier livre que je vous conseille de lire pour cette année, pour 2022, c'est un livre que j'ai vraiment pas vu beaucoup de personnes le citer. C'est Managing Oneself by Peter Drucker. Alors je suis désolé, par contre ce livre-là, il me semble pas qu'il a été traduit en français. Donc vous le retrouverez uniquement en version anglaise. Donc Managing Oneself, c'est se manager tout seul, soi-même, par Peter Drucker. Donc c'est un livre de développement personnel avec des questions basées sur soi-même. Donc notre cher Peter nous rappelle que les grands génies de l'histoire, Mozart, De Vinci, etc., eh ben, ils avaient des points communs de savoir, enfin ils avaient pour point commun de savoir se gérer eux-mêmes, tout en suggérant que cette compétence a sûrement aidé, a sûrement participé au développement de leur génie. On apprend plusieurs clés dans ce livre. Comment engager une carrière professionnelle sur la voie du succès.
comment on identifie ses forces et ses faiblesses afin de pouvoir pallier et de permettre d'avancer dans son projet, comment identifier les bonnes opportunités pour ne plus les laisser passer, quelles questions se poser pour déterminer le bon chemin, si on est sur la bonne voie, etc. Comment on peut répondre à nos propres questions à l'intérieur et pourquoi en fait euh, on n'avance pas. En gros, on charbonne, on fait plein de trucs, mais on voit que nos investissements ça avance pas, que notre carrière peine à décoller, etc. etc. Et pourtant on fait un travail acharné. Managing Oneself de Peter Drucker, c'est un livre qui est vraiment pas épais, hein. On est clairement sur moins de 100 pages. C'est un petit format qui se lit assez simplement. Si vous lisez l'anglais, c'est un livre que je vous conseille. En plus, il coûte pas très cher. C'est un livre qui est orienté, que tu sois sur du salariat ou que tu sois dans une optique d'investisseur, entrepreneur, etc., etc. Ça peut répondre vraiment, ce livre-là, il répond à une vision globale. C'est un livre de développement personnel basé sur soi-même. C'est un livre qui va te permettre de, toi, te poser des questions sur toi-même. Je ne sais pas si je peux expliquer différemment, mais en tout cas, c'est un livre que je vous recommande aussi de lire. Donc là, les amis, les livres que je viens de vous citer, c'est des livres qui sont vraiment orientés mindset, état d'esprit, comment aller de l'avant, comment avancer, etc. C'est des livres que je vous recommande de lire parce que vraiment pour moi, c'est une base. Maintenant, je vais vous proposer aussi quelques livres plus orientés IMO, bourse, etc. Le premier livre que j'aimerais vous proposer, c'est Créer et piloter un portefeuille d'ETF par Édouard Petit. Si vous ne connaissez pas Édouard Petit, c'est un Français qui a écrit un livre sur les ETF. Les ETF, j'en ai déjà parlé, c'est un actif boursier sur lequel moi j'investis pas mal dessus. C'est, En gros, c'est le premier livre, le premier guide à destination des investisseurs particuliers qui va te permettre de comprendre et d'optimiser un portefeuille financier de manière autonome. Grosso modo, il va t'expliquer à quoi ça sert un ETF, comment l'utiliser, qu'est-ce que ça comprend, qu'est-ce que ça regroupe, etc. etc. Il va t'apprendre les fondamentaux de l'allocation d'actifs. C'est un livre, si les ETF t'intéressent, si la bourse t'intéresse et que tu veux une méthode plutôt lazy, un peu style feignant, paresseux, je te conseille de lire ce livre, Créer et piloter un portefeuille d'ETF. Deuxième livre que je lis, celui-là je ne le propose pas à tout le monde, c'est Financement et investissement immobilier de Ludovic Charpentier. Ce livre-là, on est vraiment sur un autre step. Au niveau des financements et de l'investissement immobilier, en gros, ici, on parle que ce livre a été créé en fait parce que le financement des promoteurs et des investisseurs immobiliers dans le cadre de montage hypothécaire structuré, etc., etc., ça représente en France plusieurs milliards d'euros. Pourtant, il y a peu d'informations, il y a peu de livres économiques qui sont consacrés à ce mode de financement. Donc, Ludovic Charpentier a décidé d'écrire le sien, qui est plutôt réussi. Je ne l'ai pas fini, c'est un livre que je lis petit à petit. C'est un livre qui est très dur à lire, quelque chose de vraiment poussé, il faut vraiment comprendre certains systèmes financiers. Et Ludovic Charpentier, l'auteur, l'a présenté sous forme d'études de cas corrigées et commentées. Et pour moi, c'était la meilleure façon de le faire parce qu'en fait, ça va te permettre d'aborder plus de la théorie à travers de la pratique. Il faut savoir que c'est un livre voilà, que je ne recommande pas à tout le monde. Il va intéresser surtout ceux qui sont sur des gros projets, des projets avec des infrastructures, etc. C'est des financements d'actifs avec des montages qui ne sont pas courants, etc., etc. Vraiment, c'est pas un livre que je recommande à tout le monde. Par contre, pour ceux qui sont vraiment avancés, c'est plutôt pas mal. Un autre livre que je peux vous recommander de lire, cette fois-ci, c'est Les techniques de l'immobilier. Alors, c'est l'édition 2021. En fait, dedans, c'est simple, hein. C'est un livre qui va te préparer au BTS Profession Immobilière
Dedans, on apprend la transaction, les techniques du bâtiment, l'architecture et l'habitat, la gestion en copropriété, de la gestion locative, etc. etc. Moi, c'est un livre que j'aime bien avoir. J'aime bien me relancer, le relire dedans, même si c'est des choses. C'est plus, un livre un peu piqûre de rappel pour moi, mais c'est un livre quand même que j'apprécie de lire et de regarder de temps en temps. Le prochain livre, c'est Juris Immo. On est sur des questions vraiment immobilières au niveau juridique. Ce livre, vraiment pas épais, c'est 25 fiches pour comprendre et réviser le droit de l'immobilier. C'est un livre que j'apprécie aussi de lire. Vraiment pas mal. On est sur des petites fiches synthèses. Vraiment pas mal. C'est un livre qui se lit assez facilement de temps en temps. Donc, si vous êtes intéressé par le droit de l'immobilier, n'hésitez pas. Un livre, le prochain, c'est un livre que je vous ai déjà cité. C'est un livre que je vous ai déjà cité même plusieurs fois à travers ce podcast. C'est le guide de survie du bailleur de Quentin Vautret et Charlotte Ponce, il me semble, de mémoire. C'est un livre vraiment aussi que j'apprécie pas mal. On a une vision propre, on est clairement sur de la gestion locative. On apprend dans ces livres les étapes, euh, on apprend tout. Au niveau de la gestion locative, vraiment, on apprend tout. Ça sert à rien que je commence à décrire ce livre parce que au niveau, tu prends la gestion locative, toutes tes questions, tu vas le retrouver dedans. Simple, basique, simple. J'ai pas de chute, désolé. Ensuite, les deux prochains petits livres, là, on est sur des petits, vraiment, des petits formats qui font peut-être 5 cm d'épaisseur, même pas. Le petit immobilier et le droit de l'immobilier 2021-2022, tu sais, je sais pas si tu as connu ça, mais quand tu avais sûrement des petits livrets comme ça, comptables, quand tu étais jeune à l'école, en fait, c'est des petits carnets de poche, c'est des petits carnets de poche, et tu apprends plusieurs trucs. Par exemple, dedans, tu as la révision du DPE, et vraiment synthétisé au max. Tu peux pas faire plus simple. Bon, par contre, si tu cherches des choses beaucoup plus techniques, tu les trouveras pas dedans. Mais par contre, pour des choses générales, la copro, les nouveaux DPE, les mises à jour, tu trouveras tout dedans. C'est des choses qui coûtent vraiment pas très cher, hein. Il me semble que c'est 1 balle ou 2 balles, quelque chose comme ça. Voilà les amis, c'était les livres que je vous conseille de lire pour cette année 2022. Moi, les livres que j'ai prévu de lire pour cette année, alors pour Noël, on m'a offert les 12 règles pour une vie de Jordan Peterson. Donc c'est un livre que je vais lire là très prochainement. Je finis un livre, je vais vous le dire, c'est Écriture de Stephen King. Vraiment pas mal. On apprend, alors c'est pas du tout un Stephen King comme on connaît, c'est vraiment l'auteur qui écrit sur comment, comment il fait, comment il met en place les mots, etc. etc. C'est vraiment intéressant. Donc, Écriture de Stephen King, ma lecture du moment. 12 règles pour une vie de Jordan Peterson. Contagious, un livre que je vais prochainement lire. Et The Millionaire Next Door. Donc ça, c'est les 4 petits livres que je vais lire là, sûrement durant les 4 prochains mois, je pense. C'est pas mal. On est déjà pas mal, les amis, je pense. Bon, ça vous fait quand même pas mal de livres, pas mal de références. Dans tous les cas, dans les notes de l'épisode, je vais vous mettre les liens Amazon de chaque livre, si jamais vous êtes intéressé. Et je vous le dis tout de suite, les amis, j'ai pas de, j'ai pas de partenariat, j'ai pas d'affiliation. Les livres, vous les achetez si vous voulez. Je vous force pas. Vous pouvez même les avoir en PDF sur Internet gratuitement. Petit conseil pour les plus, pour les plus pinces d'entre vous. Vous pouvez les avoir gratuitement sur PDF Drive. Voilà, je dis ça, je dis rien. Sinon, à part ça, les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu, que vous ressortez avec beaucoup, beaucoup de références à lire. N'hésitez pas à me faire un petit retour si vous avez des livres à vous me conseiller. Je suis preneur. Et donc, c'est tout pour cette semaine.
Les amis, je vous souhaite de passer une très très bonne semaine, plein de bonnes choses, 1% chaque jour. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao ciao.